pourquoi vous parlez de Trump et répondre à la question « avec Trump, la guerre ou la paix ?» Alors, je précise que je ne suis ni un historien au sens plein du terme de l'Amérique, ni un de ces grands spécialistes de l'Amérique qu'on entend sur les médias évoquer en permanence, tous en même temps et tous sur le même ton, le clown de la Maison-Blanche. Moi, je ne suis qu'un modeste journaliste français qui aime l'Amérique et les Américains. Il y a des raisons objectives à ça. Ma femme est américaine. Je l'ai rencontrée à San Francisco en 1967. Mes 2 enfants sont franco-américains et vivent à New York. Et mes 3 petits-enfants vivent également à New York. Tout le monde parle français. Donc j'ai 2 patries. Bien évidemment, ma patrie, c'est la France. Mais j'adore les États-Unis. Et je dirais à propos de l'Amérique que c'est un peu comme un professeur que j'avais eu à la Sorbonne dans le temps disait à propos de la Révolution française, je crois que c'était Mathiez ou Bruat, je ne me souviens plus lequel, mais la Révolution française, il faut la prendre comme un tout. Il ne faut pas la découper en rondelles, où on la prend ou on ne la prend pas. Mais si on la prend, il faut avoir aussi bien Robespierre et la terreur que les côtés positifs, et il y en a eu aussi beaucoup. Eh bien, l'Amérique, c'est un peu pour le Français que je suis, et qui est passé à peu près 6 ans de ma vie aux États-Unis en je ne sais combien de dizaines et de dizaines de voyages. Je passe à peu près chaque année 2 ou 3 mois en Amérique, et je bourlingue un peu. Je crois que j'ai visité 43 États. C'est pas beaucoup, ça fait jamais que 43 sur 50, mais enfin. Donc, il faut la prendre pour un tout. J'ai aimé, par exemple, quand j'avais 20 ans, comme tout le monde, si j'ose dire, j'aimais Kennedy. Plus tard, j'ai eu une certaine admiration qui n'était pas partagée par tout le monde pour Ronald Reagan, et puis pour Clinton, et puis pour Bush, le père, hein, beaucoup moins pour le fils, et puis pour Obama, ma femme étant une passionnariat d'Obama. Donc les miens, si vous voulez, franco-américains, ma famille américaine, sont plutôt des démocrates, et moi, j'écoute et je regarde. Et puis, je vais essayer ce soir de m'approcher de la vérité de Trump. Alors, ni réhabilitation, ni fascination, ni répulsion. Je vais regarder sans les lunettes caricaturales du cliché et surtout du politiquement correct. Par exemple, je prends 2 exemples. Quand un trio de psy de la prestigieuse université de Yale, très bonne université, demande une expertise psychiatrique de Donald Trump, je trouve que c'est quand même un peu fort. Quand le journaliste, ou animateur peut-être, je devrais dire animateur, Ondelat, sur Europe 1, la radio où j'ai beaucoup travaillé, parle de Trump la semaine dernière, il dit l'autiste Trump, le Trump avec ses crises maniaques, etc. Je trouve que là aussi c'est un peu trop. Je sais bien qu'à une certaine époque, il y avait un journal en France qui s'appelait Marianne qui avait fait la même chose avec Sarkozy en disant « Sarkozy est-il fou ?» Bon, il y a la polémique politique et puis il y a la réalité. Je pense qu'il ne faut quand même pas trop exagérer. J'ai repris, sachant qu'on allait se voir ce soir, j'ai repris les titres des grands journaux français qui ont fait des débuts de bilan sur la présidence Trump. Voilà ce que ça donne, les titres. Trump déboussole le monde, La Croix. Trump, la diplomatie du chaos, Le Monde. Provocation, mensonge, conservatisme, il confirme toutes les craintes, Libération. Trump a dépouillé les États-Unis de leur leadership moral. Ça, c'est une phrase d'Hillary Clinton. Je pense qu'elle a oublié le Vietnam, My Lai, le napalm, etc. Trump rend le monde encore plus dangereux. C'est l'éditorial du Monde. Enfin, et pour conclure cette introduction, le sondage qui tue, le sondage réalisé par Pew Research Institute, qui donne une cote négative planétaire pour Trump, 74% négatif, avec un taux qui en Europe atteint 86%, en Europe, je pense que c'est 74 aussi, mais en Europe, en France, c'est 86%, et en Allemagne, c'est 90%. On a rarement fait mieux dans le passé.
Seule la Russie et Israël donnent 50-50. Bon. Voilà, alors avec tout ça, on peut conclure comme un éminent journaliste américain dont je lis parfois les papiers, qui s'appelle Stephen Walt, qui est dans cette plus belle école américaine de politique qui s'appelle la Kennedy School of Government, dans le cadre de l'université Harvard. C'est vraiment la pépinière, c'est l'équivalent du top de l'ENA pour les Français. Eh bien, lui dit Trump est un désastre. Alors, avant de se demander si c'est vraiment un désastre en reprenant un certain nombre de situations, je voudrais quand même me demander avec vous comment en est-on arrivé à Trump? Pourquoi Trump est-il aujourd'hui le président des États-Unis? Je crois tout simplement qu'il y a aujourd'hui, et c'est dommage que je n'ai pas une carte, mais enfin vous l'avez tous en tête parce que vous êtes des gens qui voyagez, il y a deux Amériques. Il y a vraiment deux Amériques. Il y a celle que tout le monde connaît ou croit connaître, c'est essentiellement celle de l'Est et des grandes villes de l'Est, New York, Washington, Boston, celle des grandes universités de la côte Est, celles qu'on appelle l'Ivy League, qui sont effectivement, j'ai parlé de Harvard, de Yale, et on peut en ajouter encore une bonne douzaine. Et puis, ça c'est un côté de l'Amérique. Et puis, l'autre côté de l'Amérique, vous avez la bande qui va du Washington State, l'Oregon, la Californie, surtout la Californie, avec là encore des universités prestigieuses, des grandes villes, c'est Los Angeles, etc. Et ça, c'est une Amérique qui nous ressemble un peu. C'est difficile, on ne peut pas comparer la France et l'Amérique, ou l'Europe et l'Amérique, pas toujours, mais c'est quand même ce qui nous ressemble le plus, c'est cette Amérique-là, ces deux ailes de l'Amérique. Et c'est celle-là. Et en général, beaucoup de Français qui vont aux États-Unis vont, ou bien ils vont dans la Silicon Valley d'un côté, ou ils vont à New York de l'autre, ou dans ces grandes villes, ou dans ces grandes universités, et ils ne voient pas grand-chose d'autre, parce qu'ils n'ont pas le temps, oui, parce que quand on a vu ces villes-là, on pense qu'on a tout vu. Mais il y a quand même, entre les deux, ça fait quand même pas mal de kilomètres carrés, et ça fait quand même 35 ou 40 États. C'est tout ce qu'on appelle, si vous voulez, d'un côté le Sun Belt, les États du Sud, mais avec leur prolongement vers l'Ouest, ça fait effectivement une quinzaine d'États. Et puis vous avez plus au nord l'Amérique qu'on a appelée autrefois l'Amérique de la Bible Belt. C'était l'Américain avec sa Bible d'un côté et son fusil de l'autre côté. C'est des clichés, mais c'est des clichés qui ont la vie dure. Ça existe encore, cette Amérique-là. C'est l'Amérique qu'on a aimée quand on avait 20 ans, en 68, dans les films où on voyait les jeunes Américains qui allaient faire les droits civiques, qui allaient défendre les droits des Noirs dans les années 64-65, qui se faisaient assassiner au coin d'un bois. C'était cette Amérique-là où on voyait les types dans leur pick-up truck qui arrivaient et puis qui vous encerclaient et qui étaient racistes. Bon, ils étaient blancs, racistes, pas très éduqués, un peu alcoolos, beaucoup machistes, etc. Bon, ben cette Amérique-là, elle existe profondément encore. Et elle existe d'autant plus que tout ce qui lui permettait de vivre et de bien vivre, ou d'assez bien vivre, s'est effondré finalement peu à peu. C'est-à-dire avant tout l'industrialisation, les usines autour des industries minières, autour du charbon, autour du pétrole, etc. Et ça a créé, dans un certain nombre d'États, et là je vous incite, ceux qui vont faire de temps en temps des missions là-bas, vous verrez, en regardant attentivement, vous verrez des endroits où on voit énormément d'usines, enfin de carcasses, si j'ose dire, d'usines, où on voit des infrastructures de routes, de ponts, etc., qui n'ont pas été réparées depuis 50 ans ou 80 ans, qui menacent ruine, etc. Et puis au milieu de tout ça, il y a des petites villes, des villages, et puis des petites villes moyennes qui sont restées un peu comme le village dans le... Ça me fait toujours penser à ce village dans Rambo. Rambo, le premier film où on voit un type qui revient de la guerre du Vietnam et qui voudrait bien aller dans un village retrouver la mère d'un de ses copains qui était avec lui et qui se fait virer par le shérif, etc.
cette Amérique-là, cette Amérique qui n'a pas beaucoup changé, elle a changé sur un point, c'est qu'elle vit beaucoup moins bien qu'elle ne vivait auparavant. Elle vit beaucoup moins bien, il y a un sentiment profond de déclassement. Déclassement, les gens n'ont plus de job. Dans ces endroits-là, on n'a pas de job. On cherche des jobs, on cherche des gens, je veux dire, pour assumer des jobs dans la Silicon Valley, il n'y en a pas assez, ou dans les grandes villes de l'autre côté. Mais dans ces coins-là, il n'y a pas de job pour les jeunes. Et aussi, c'est les endroits où, du fait du coût des études, vous savez ce que ça coûte pour envoyer un gosse à l'université, ça coûte 50 000 $ dans les universités moyennes, ça coûte 70 ou 80 000 $ par an pour un enfant dans les autres endroits. Vous pensez bien que les gosses de ces endroits-là n'iront pas à l'université et ne seront donc pas ceux qui prendront dans les 10-15 prochaines années les jobs créés par les révolutions numériques, etc. Donc ce sentiment de déclassement, pour moi, il n'y a absolument aucun doute, c'est ça qui a fait l'élection de Donald Trump. Et je me souviens du tout début de la campagne, il y a 2 ans. J'ai vu le début des primaires, j'étais comme d'habitude en vacances, je regardais la télé tous les jours, et je voyais, dans le New York Times, hier, les candidats sont baladés, je voyais Donald Trump, il est allé, et on me citait un certain nombre de petites villes du Midwest, de petites villes du Sud, etc. Dans chacune de ces villes, il y avait 5 000, il y avait 10 000, il y avait 15 000, 20 000 personnes, et on voyait les images, et on voyait ça. On voyait les types, les gros mecs dans les pick-up trucks qui allaient au meeting de Trump, avec les premières déclarations de Trump qui ressemblaient étrangement à celles qu'il a fait un peu plus tard pendant la campagne, et qui ressemblent à celles qu'il continue de faire dans les occasions où il s'exprime par les tweets ou autrement. Donc c'est ça, il n'y a pas besoin de s'interroger beaucoup. Le rêve américain, c'était une Amérique où la classe moyenne blanche, je parle de la classe moyenne blanche parce que c'est cette classe moyenne-là qui est la plus touchée par ce déclassement, cette classe américaine blanche, effectivement, trouvait le moyen d'avoir un job, une bagnole, une petite maison, etc. C'est elle qui a subi de plein fouet un certain nombre de crises, et je n'ai pas mentionné les subprimes avec tous ces gens qui ont été virés de leur maison parce que la banque ne pouvait plus payer, parce que la banque a repris les maisons. Et quand on se dit pourquoi, est-ce que les Américains sont devenus tout d'un coup des espèces de racistes absolus, ou des fascistes, ou des je ne sais pas quoi, comme on l'entend parfois? C'est beaucoup plus simple que ça, et en même temps beaucoup plus difficile à résoudre. L'Amérique, aujourd'hui, quelque part, est en crise elle-même. Elle a une crise d'identité. Alors, bien évidemment, sans compter que quand l'Amérique blanche commence à avoir l'impression que l'ascenseur social pour elle ne fonctionne plus et qu'elle dégringole, évidemment, elle devient de plus en plus hostile à la présence des Mexicains d'un côté, des Noirs ou des Latinos de l'autre, ce qui nourrit effectivement des sentiments de xénophobie et la volonté d'avoir des lois répressives, etc. Ça, c'est le phénomène, mais ce n'est qu'une conséquence, si vous voulez, de cette espèce de grand chambardement de la classe moyenne américaine qu'on a vu effectivement s'opérer sur les 20 ou 30 dernières années. Et ça sera extrêmement difficile à changer. Et c'est le terreau, c'est véritablement le terreau sur lequel s'est fait élire Donald Trump. Et souvent, quand on ne comprend pas ses prises de position, on va parler d'un certain nombre de sujets, mais quand on ne comprend pas ce qu'il dit, ou plus exactement, quand on ne comprend pas pourquoi il dit ce qu'il dit, il suffit de se dire, c'est parce qu'il sait que la classe moyenne décadente qu'il a élue, de justesse, puisqu'il manquait un peu de voix, mais enfin, avec le système à 3 millions de voix en moins, on peut quand même être élu, il cherche à être toujours au plus près des réflexions, des sentiments, des frustrations de cette classe moyenne appauvrie, et la classe pauvre de même, mais surtout cette grande, immense classe moyenne. Et je vais juste vous citer là, parce que ça vient d'un reportage de Libé, donc c'est pas un canard de droite. Ils sont allés en Pennsylvanie. On s'est demandé au moment de l'élection pourquoi la Pennsylvanie, qui est un des grands États, qui faisait partie de ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire ceux qui,
en général, font l'élection. Et toutes les études d'avant l'élection annonçaient que la Pennsylvanie voterait, bien sûr, traditionnellement démocrate, voterait pour Hillary Clinton. Et elle a été effectivement battue en Pennsylvanie, pas de beaucoup. Hein, il y a eu 48 et quelques pour Trump et 47 pour elle. Mais n'empêche que... Et là, Libé est retourné, donc 10 mois après, et a fait un grand reportage. Il y en avait 4 ou 5 pages. J'ai lu attentivement, et j'en retiens, si vous voulez, une longue phrase, mais je me permets de vous la lire parce que je crois que je la trouve assez éclairante. Ils interrogent donc des locaux, des gens du coin qui sont pas ni des gradés, ni des élites. Washington, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est une petite bulle, ils n'ont rien à faire de nous. Il y a beaucoup de corruption chez les politiques. Curer le marigot, comme l'a promis Trump, c'est exactement ce qu'il faut faire. Les médias, ils sont tellement contre lui. Ce sont des libéraux, et quoi que fasse Trump, pardon, j'ai du mal à lire un peu, et quoi que fasse Trump, ils trouveront à redire. L'Obamacare, c'est un désastre, c'est beaucoup trop cher. Je n'ai plus de couverture santé depuis Obama. L'immigration, je me fiche de votre origine. Si vous avez un passé de délinquant ou autre, vous n'avez rien à faire ici. La Corée du Nord, il tient tête au régime, il montre qu'il est un leader fort. La réforme des impôts, celle de l'assurance santé, c'est exactement ce qu'il faut, etc., etc. Je pourrais continuer. Ce qui prouve que les gens, contrairement à l'idée peut-être que vous avez, ou que certains en tout cas ont, qu'au fond, après 10 mois de Trump, les Américains ont compris, et ceux qui avaient voté pour lui, ils ne revoteraient pas pour lui, etc. Je pense que c'est faux. Je pense que globalement, et d'ailleurs les sondages le montrent, il a aujourd'hui à peu près, selon les moments, mais enfin je veux dire les moments dans les dernières semaines, il était entre 35 et 40% d'adhésion. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Sauf que c'est pas beaucoup, mais Macron, en France, dont on souligne l'extraordinaire réussite, est à peu près à cet étiage de 35-40, avec des petits mouvements comme ça. Ce qui veut dire une chose simplement, c'est que la base électorale, le précaré électoral de l'Amérique qui a voté pour Trump, n'est pas déçu, n'est pas écœuré, ne lui en veut pas, et continue à trouver que c'est le bon président. Et éventuellement, les questions ne sont pas encore posées parce que c'est un peu tôt, on n'est qu'à la première année et il y en a 3 autres, et éventuellement, pourquoi ne pas revoter pour lui si l'occasion s'en présente. Donc, voilà un peu, je crois vous avoir donné un élément assez interrogatif sur le pourquoi. Hein. Je veux dire, on se dit pourquoi, et ben, le pourquoi c'est assez simple. Alors maintenant, on peut regarder, si vous me permettez, je vais m'asseoir, parce que comme ça j'y verrai un peu mieux, et on peut regarder, on peut faire une espèce de bilan en prenant un certain nombre de points précis. Alors je vais commencer par l'extérieur, puisque c'est quand même le thème central de ce dont on doit parler ce soir, c'est-à-dire la guerre ou la paix. Alors, vous savez, Stendhal, quand il parlait de Napoléon, il disait Napoléon, c'est lui qui a inventé ce mot, qui est un peu barbare, c'est la guéromania. Eh bien, on ne peut pas dire de Trump que Trump, c'est la guéromania, puisque pour l'instant, toujours dans l'inconscient collectif, Trump, c'est zéro guerre. Hein, c'est ni Vietnam, ni Irak, ni Afghanistan. Seule guerre, c'est une guerre de continuation. C'est la guerre aérienne, celle d'ailleurs qui a enregistré un certain nombre de succès en Irak et en Syrie contre Daesh. Mais cette guerre-là, ce n'est pas lui qui l'avait lancée, il s'est borné à la continuer. Donc on ne peut pas dire que de ce point de vue-là, il a aggravé en tout cas le risque de guerre dans cette partie du monde. Deuxième réflexion à partir de cela. On a tendance à penser qu'il est entouré, on dit, puisque c'est un crétin, il est entouré d'imbéciles. Bon, c'est facile à dire, mais je vois, là je prends par exemple La Croix, c'est pas non plus un journal d'extrême droite. La Croix fait un encadré montrant combien l'entourage de Trump, au plus haut niveau des postes, est un entourage très qualifié. À votre disposition, le papier de La Croix. Et il cite un certain nombre de hauts responsables. Alors évidemment, là-dedans, il y a une tapée de généraux. Alors c'est un peu
Il y a au moins 4 généraux qui ont exercé des commandements importants dans l'armée américaine. Alors c'est vrai que ça, c'est une tradition. Chez nous, on dirait, ça y est, on est parti pour un putsch ou pour un pronunciamento militaire. C'est pas dans la tradition française. Depuis le général Boulanger, on a quelques scrupules à mettre des généraux, y compris pour diriger. Regardez ce qui est arrivé au général de Villiers. Mais en dehors de ça, ça a beau être des généraux, ce sont des personnalités extrêmement qualifiées, qui sont à des postes de haute responsabilité. L'un, c'est naturel, à la défense, l'autre est aux affaires étrangères, le troisième est au Conseil national de sécurité, le quatrième est le collaborateur le plus important du cabinet du président Trump. Donc on ne peut pas vraiment dire, alors vous me direz, oui, mais peut-être que le clown mène les imbéciles à la baguette et voilà le résultat. Bon, je crois que ce serait un peu simpliste de dire ça quand même. Alors prenons par exemple le dossier de la Corée du Nord. Quelle est la stratégie de Trump? D'abord, le moyen utilisé. Le moyen utilisé, c'est Trump, c'est le tweet du milieu de la nuit ou de 5 heures du matin. Ça commence avec les tweets. Et les tweets préfigurent les déclarations. Ce sont, au fond, nous en France, quand on parle des présidents, on dit que ce sont les arguments de langage. À partir du moment où il y a un tweet du président, ça devient répétitif, c'est repris par ceux qui soutiennent le président dans l'appareil exécutif, dans les médias, etc. Mais comme dans les médias, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est quand même un des grands fondamentaux de l'Amérique d'aujourd'hui, depuis l'élection, pendant la campagne électorale, moi j'y étais en partie, pendant la campagne électorale et depuis, on peut dire, et sans exagérer, que 80% des médias américains sont anti-Trump. Le rôle majeur étant celui de CNN, qui est totalement, totalement inféodé au camp anti-Trump. Ce qui fait que Trump, lui, a compris ça, d'ailleurs il le dit tous les 4 matins, il attaque les médias, il est odieux avec les journalistes, enfin bon, tout ça vous l'avez vu ou entendu, c'est vrai, mais c'est sa réponse. C'est sa réponse, effectivement, j'ai pas les médias sont contre moi, donc j'utilise les réseaux sociaux. J'utilise mes tweets et les réseaux sociaux qui relaient mes tweets. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de stratégie politique? Alors, ça donne ceci. La Corée du Nord, on dit, oulala, il parle du feu et de la fureur, attention à ce que vous allez voir, etc. On dit, c'est pas possible, il va nous déclarer une guerre mondiale, un de ces 4 matins, par un tweet. C'est pas si simple que ça. Ça serait la méthode de l'imbécile. Trump n'est pas un imbécile. Trump, lui, a compris qu'il y avait un de ses prédécesseurs qui s'appelait Theodore Roosevelt en Amérique au début du... On pense souvent à Frank Delano au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt était un inventeur de la théorie du gros bâton, ce qu'on appelle le big stick. Et il fait exactement... Il applique la théorie du big stick. Le big stick, ça consiste à dire aujourd'hui, dans un Trump, attention, vous, Rocketman, bon, d'abord on se moque de l'adversaire, on le caricature, Rocketman, il n'a plus cité une seule fois le président de la Corée, c'est devenu Rocketman. Et Rocketman, tu vas voir ce qui va te tomber sur la gueule. En gros, c'est ça. Tu vas voir ce qui va te tomber sur la gueule. Et effectivement, ça effraie tout le monde, pas tellement en Amérique, parce que je commence à être habitué, mais hors d'Amérique, chez nous, en Europe, et dans un certain nombre de régions du monde, on se dit, c'est pas possible, il va nous faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait, si vous regardez ce qu'il a fait depuis qu'il a prononcé pour la première fois cette attaque terrible contre Rocketman, puisque je reprends son expression, c'est plus rapide à dire que le nom du président en question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à essayer, à tenter, va-t-il réussir, on le verra au bout du compte, il a tenté un encerclement du Nord-Vietnam. Pourquoi? Parce que la Chine, le seul interlocuteur important qui ait des moyens de dire à un moment donné stop aux autorités du Nord-Vietnam, de Corée du Nord, alors dire attention, arrêtez la construction de ces missiles qui sont maintenant en situation de frapper un certain nombre de bases ou un certain nombre de pays, arrêtez. Le seul pays qui peut le faire, c'est la Chine. Et qu'a fait Trump à l'égard de la Chine?
il a été parfaitement, après avoir, pendant la campagne, dit pique-pendre sur les Chinois, et vous allez voir ce que vous allez voir avec ce qu'on va faire à l'économie, etc. Aujourd'hui, et son voyage l'a démontré dans les derniers jours, aujourd'hui, il a été parfaitement urbain avec les Chinois, et les Chinois, également, ont donné l'impression de commencer à faire pression sur la Corée du Nord. Et c'est pour ça que vous n'avez pas vu une seule expérience de lancer de nouveaux missiles depuis un certain nombre de semaines, et on commence à dire, le secret est quand même assez difficile à percer, mais on commence à dire, les Chinois maintenant ont commencé à créer un peu un boycott d'un certain nombre de produits. Tout doucement, c'est l'étranglement à la chinoise de la Corée du Nord si la Corée du Nord continuait. Ça, c'est... Alors, on va dire, est-ce que c'est une théorie, est-ce que c'est stupide comme comportement? Pas tellement. Pas tellement. C'est un moyen d'agir sur... C'est en menaçant de la foudre de guerre américaine, il a même inquiété un peu les Chinois. Et du coup, les Chinois se disent, quand même faire attention, donc on va intervenir sur les Coréens. Je ne sais pas si je me fais suivre, mais c'est par un tir indirect, si j'ose dire. Le tir nucléaire, en fait, n'est pas à l'ordre du jour, si ce n'est dans les tweets, mais par contre, le tir vers la Chine pour pousser les Chinois, c'est typiquement la méthode de Trump. Et c'est un peu la même méthode qu'il est en train d'essayer d'appliquer avec l'Iran. Oui, en fait, je m'aperçois que le micro, il vaudrait mieux que je le tienne comme ça. L'Iran. D'abord, l'Iran, ce n'est pas une obsession de Trump. C'est une vieille obsession américaine qui dépasse largement le cas de Donald Trump. Il n'y a que l'exception qui est Obama. Mais à part Obama, le Congrès américain et les prédécesseurs en termes de président ont toujours été très méfiants à l'égard. Le grand Satan pour les Américains, c'est l'Iran. Et l'alliance de réponse face à l'Iran, ça a toujours été consolider de plus en plus le lien avec l'Arabie saoudite et avec Israël, qui sont les deux seuls alliés de l'Occident dans cette région du monde. Mais qu'a fait Trump? Très exactement la continuité de cette politique. Il a effectivement menacé sur l'Iran de se retirer. Il a menacé de se retirer. Il ne s'est pas retiré. Il n'a pas dit « je vais ne pas signer », parce qu'il faut signer tous les 3 mois, il faut signer un papier pour dire « oui, oui, on est toujours d'accord avec le traité ». Il n'a pas dit « je ne vais pas signer ». Il a dit « je suis contre ». C'est le Congrès qui aura à s'occuper de l'affaire, mais il suffit qu'il dise « je suis contre » pour qu'effectivement, on s'aperçoive à ce moment-là que les choses avancent un petit peu. Et alors, vous allez me dire « oui, mais tous les Européens, à commencer par la France, tous les Européens sont fondamentalement en faveur de ce traité avec l'Iran pour éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire. » Oui, mais alors là, je mets des dimensions supplémentaires de la politique de Trump, c'est que Trump se fiche, comme de l'an 40, de la réaction des Européens. Parce que Trump a la même attitude vis-à-vis des Européens que les Américains ont toujours eu. Vous savez, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce qu'il y a des sourires et des conférences. L'Amérique, en tout cas moi, depuis 40 et 50 ans que je la pratique, l'Amérique n'a jamais été chaude pour l'Union européenne. Elle a toujours, au fond d'elle-même, elle a toujours eu une certaine rétention à l'égard de cette construction européenne. Elle préfère, et elle préférera longtemps encore, discuter de manière bilatérale avec nos vieux amis les Britanniques. Ah, d'ailleurs, ils ont fait le Brexit, tant mieux. Et avec nos vieux amis allemands qu'on a toujours protégés, etc. Et on a été à l'origine du miracle économique et de la reconstruction de l'Allemagne. Et puis la France. Et effectivement, l'idée que la communauté européenne va voter à l'unanimité pour la continuation, c'est pas ça qui va changer la détermination américaine et celle de Trump. Donc, vous voyez, un domaine où moi je ne vois, on va dire, il est fou, ce Trump. Moi je dis, il y a beaucoup là-dedans de la continuité de la politique étrangère américaine. Autres exemples, on peut parler effectivement du Proche-Orient. On peut parler de ce Proche-Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle. Si on regarde ce qui se passe,
on voit que, effectivement, Trump renforce le lien avec Netanyahou. Mais ce lien avec Netanyahou a toujours, enfin, avec Israël, au-delà de Netanyahou, a toujours été extrêmement fort. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend aux États-Unis dire notre seul véritable ami fiable pour l'Amérique, c'est Israël. Bon. Et ce qui se passe en Arabie, vous avez suivi ce qui s'est passé cette semaine avec le prince héritier et le grand chambardement éventuellement d'un changement de politique. Ce changement de politique-là va tout à fait dans le sens, effectivement, de Trump et de l'Amérique. C'est-à-dire, c'est le seul pays, les sunnites, rassembler les sunnites, toujours avec la même idée, rassembler les sunnites derrière le leadership de l'Arabie saoudite, et avec cette espèce de rassemblement général des sunnites, contrer et arrêter la progression de l'Iran dans cette région du monde. Là encore, je vois beaucoup, si vous voulez, de continuité par rapport au changement. Alors, il y a des éléments où ça a bougé, mais on pourra en parler. Mais là, vous voyez, les notes que j'ai prises, je vois beaucoup. Et alors, quand je dis que je vois beaucoup de changements, je ne suis pas tout seul, hein, je vous rassure, parce que sinon, vous diriez, ça n'a aucun intérêt ce qu'il raconte. Je ne suis pas tout seul, je m'abrite derrière, par exemple, une des meilleures spécialistes de la Chine, qui s'appelle Valérie Niquet, et qui, elle, effectivement, souligne dans ses derniers papiers l'effet positif de Trump, justement, avec sa menace et sa politique de la terreur, qui a des résultats positifs. Je mets également Mme Carrère d'Ancos, qui est la perpétuelle secrétaire, ou la secrétaire perpétuelle, c'est plus honnête de dire comme ça, qui dit effectivement, même chose avec le lien avec Poutine. Il y a dans cette idée de Trump une idée que ce qu'on ne peut pas réussir directement, il faut réussir en encerclant. Le lien, c'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui serait le plus positif pour les États-Unis aujourd'hui? C'est un statu quo avec la Chine, un statu quo positif, utiliser la Chine éventuellement pour limiter un certain nombre de comportements des voisins de la Chine, et puis une forme de bon équilibre avec l'Union, enfin, ce que fut l'Union soviétique d'hier, c'est-à-dire avec la Russie d'aujourd'hui. Alors là, effectivement, on en reparlera tout à l'heure, parce que ça amène un autre problème, c'est qu'il ne faut pas être trop proche, effectivement, de la Russie de Poutine, parce qu'on risque de s'y brûler les ailes. Et c'est toute l'affaire, aujourd'hui, du procureur spécial et du Congrès. Mais pour ça, si vous voulez, il n'y a pas eu de geste offensif fort à l'égard ni de la Chine, ni de l'ancienne Union soviétique. J'ai tendance à dire l'Union soviétique parce que j'ai tellement pratiqué l'Union soviétique, je me souviens encore d'aller voir Brejnev et de rencontrer Brejnev avec Mitterrand, ça m'est resté dans la tête. Donc, effectivement, c'est là encore l'idée que pour l'Amérique, les grands partenaires dans le monde, enfin partenaires et rivaux en même temps, c'est toujours la Russie. On a les souvenirs, on les connaît, on a fait la guerre froide, ça a duré assez longtemps, on sait comment faire avec les Russes. Les Chinois, on les connaît moins, mais il faut tenir compte de leur responsabilité régionale. Et en même temps, que fait Trump à l'égard effectivement de la Chine encore aujourd'hui? Il essaye de monter quelque part une forme de contrepoids à la Chine, pas de contrepoids économique. À la Chine, sur le plan économique, il dit simplement si vous nous enquiquinez, nous, on va vous taxer 20% tous les produits, etc. Les autres diront, nous, on fait la même chose. Enfin, ça sera l'équilibre de la terreur économique. Mais ce qu'il essaye de faire sur le plan stratégique, c'est beaucoup plus astucieux, c'est de jouer la carte de l'Inde et du Japon. Les puissances régionales que sont l'Inde et le Japon, pour équilibrer le poids considérable de la Chine. Ça aussi, c'est pas avec Poutine, avec Trump que ça a commencé. Ça avait déjà commencé du temps d'Obama et de l'administration d'Obama. Donc, avec tout ce que je vous dis là, je voudrais essayer de vous faire percevoir une chose qu'on ne voit jamais ces temps-ci dans les journaux, c'est qu'il y a beaucoup de continuité de la politique américaine en ce qui concerne la politique extérieure de l'Amérique. Là où il y a des différences, par contre, c'est un autre chapitre que j'ouvre, c'est celui de l'intérieur, de la politique intérieure. Parce que la politique intérieure, il a une base électorale, je vous le disais tout à l'heure en parlant des deux Amériques.
Mais il a contre lui une sorte d'alliance, de sainte alliance, qu'aucun président américain, à ma connaissance, en tout cas depuis que je suis et que j'écoute ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire depuis 50 ans, l'alliance qui rassemble des choses aussi différentes mais importantes que les médias, j'en ai parlé, je ne reviens pas là-dessus, sauf s'il y a des questions tout à l'heure. Les médias, c'est effectivement... Moi, mon fils, pour tout vous dire, est rédacteur en chef au Wall Street Journal à New York, et il a eu un prix Pulitzer. C'est un bon journaliste, meilleur que moi. Je lui ai dit, quand je l'ai félicité, je lui ai dit, ben, moi, je n'ai pas eu de prix Pulitzer. Et il m'a dit, et ça, je l'avais redit à Europe dans une émission, parce que ça m'avait frappé. Il m'a dit ça en janvier. J'étais en janvier dernier, avec lui et mes petits-enfants. On parlait un petit peu de politique, et il m'a dit, papa, Trump, il ne va pas tenir les 4 ans. Il ne pourra pas tenir. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas résister. Tu ne peux pas savoir, tous mes copains, tous les journalistes américains, tous, ne pensent qu'à une chose, c'est de le faire tomber à travers une forme de nouveau Watergate. Ils vont y arriver parce qu'ils sont déterminés. Et ils ont l'avantage d'être cette fois-ci alliés, ce qui n'était jamais arrivé, même à l'époque de Woodward et Bernstein. Les services secrets américains étaient loyaux au président de l'époque, qui était Richard Nixon. Cette fois-ci, Trump s'est trompé en limogeant le chef du FBI, Bill Comey. Il l'a limogé. Et aussitôt, effectivement, l'appareil, on peut dire l'appareil policier et des services, et il est très puissant dans un pays comme les États-Unis, et comme un seul homme contre Trump. D'où la succession d'événements qui se produisent actuellement, d'où les commissions effectivement du Congrès, il y en a déjà eu 3, d'où, plus important, la nomination du procureur spécial Mueller, qui est lui-même l'ancien chef du FBI. Comme par hasard, celui qui s'est fait liquider était le directeur du FBI, et celui qui est en train d'enquêter est l'ancien directeur du FBI. Ça crée des liens, comme on dit. Et l'establishment militaro, si vous voulez, militaro-service, est pour l'instant véritablement remonté contre Trump. Donc, il a effectivement une très forte opposition. Je ne parle pas de l'opposition traditionnelle légale, c'est-à-dire celle d'un parti démocrate qui a quand même été battu. Il a été battu, mais de justesse quand même, surtout si on réintroduit le suffrage populaire, avec quand même 3 millions de plus de voix que n'en a eu Trump. Donc ça compte. Et puis, il a contre lui les minorités. Les minorités avaient voté déjà assez bien pour Hillary Clinton. Aujourd'hui, les minorités sont exacerbées par la politique de Trump. Il a tout fait pour ça, d'ailleurs. Je me demande si, effectivement, il ne le fait pas systématiquement exprès. Ce qu'il a tenu comme propos après les manifestations de Charlottesville, où il a mis dans un même panier, si vous voulez, les extrémistes du Klan qui étaient rassemblés là et ceux qui contre-manifestaient en disant bah, il y a eu des violences. C'est inimaginable, effectivement, pour nous, parce que c'est comme s'il y avait une manifestation de, je ne sais pas, ouvertement fasciste à Paris, comment dire, je ne sais même pas comment imaginer, parce que c'est ça le Ku Klux Klan, c'est le pire du pire. Et qu'on les mette dans le même panier parce qu'il y a eu quelques éléments gauchistes qui se sont opposés à eux. On dirait on ne peut pas les mettre dans le même panier. En tout cas, on dirait ça en France. On ne les mettrait pas dans le même panier. Là, il les a mis dans le même panier. Évidemment, c'est inacceptable pour les minorités. C'est inacceptable pour les Noirs ils ne se sont pas tellement mobilisés la dernière fois parce qu'ils n'aimaient pas tellement... D'ailleurs, comme beaucoup d'Américains, ils n'aimaient pas tellement Hillary Clinton. Donc ils ont voté, ils n'ont pas mis toute leur masse populaire électorale. Mais la prochaine fois, effectivement, ils vont essayer de le battre. Donc il a une opposition formidable face à lui. Alors il y a deux façons quand on a une opposition formidable, c'est de se dire, je vais essayer de la casser, je vais essayer de mettre un petit peu de l'eau dans mon vin à l'égard, par exemple, des latinos, pour pouvoir récupérer. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de ça, il annonce le mur. Tous les matins, il reparle du mur. Il ne le fait pas. Là encore, on est dans l'annonce et le non-fait, mais vous savez bien comment ça se passe. L'annonce fait en général du mal,
Et on ne peut pas retirer l'annonce quand on l'a matraqué du matin au soir sur un certain nombre de tweets et de médias. Donc le mur, c'est toujours... Il n'y a pas un Mexique... Et Dieu sait si on en voit en Amérique, il y a des tas d'endroits, des tas de coins de l'Amérique, on ne pourrait pas fonctionner sans les dizaines de millions de Mexicains et de gens d'Amérique du Sud qui travaillent illégalement ou demi-légalement. Moi, je les vois travailler dans l'endroit où je vais en vacances. Ils arrivent le matin à 5 heures du matin. Il y en a un qui a un permis de conduire. Les autres n'ont pas de papier, donc ils n'ont pas de permis de conduire. Ils s'entassent dans une vieille camionnette qu'ils ont achetée. Ils travaillent dans la journée. Ils repartent ensemble, etc. Il y a une solidarité, d'ailleurs, assez formidable dans ces communautés de latinos fraîchement arrivés. Ils ont tous la pétoche, et on les comprend, de se faire arrêter à un moment donné et expulser. Et si on leur dit qu'il va y avoir le mur, parce qu'ils se disent, bon, mais le jour où on pourra peut-être avoir des papiers, on fera venir éventuellement la famille. Et s'il y a un mur, comment on va faire? C'est déjà pas facile. Donc, vous voyez, au lieu d'essayer de tempérer en disant, il y a quand même, la communauté latino représente aujourd'hui potentiellement un électorat considérable, je vais essayer de mettre un petit peu, d'avoir quelques mesures à leur égard. Pas du tout, ils continuent à annoncer imperturbablement qu'il va y avoir... Donc je pense qu'ils pratiquent une sorte de politique de provocation en se disant de toute façon, où ça passe ou ça casse. Où ça passe ou ça casse, ce qui veut dire, ou bien je serai porté par la vague qui me sera favorable, et tous les autres, eh bien, de toute façon, on les battra. Et pourquoi se dit-il qu'il peut encore, effectivement, être porté par la vague favorable? Parce que, je n'ai pas dit un mot, mais je vais en dire un mot quand même, il y a quand même l'économie américaine. Vous avez une économie américaine aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure, parlant des deux Amériques, de cette Amérique pauvre et cette Amérique en déchéance dans un certain nombre d'endroits. Mais il y a quand même le boom dans toute cette Amérique où, au contraire, ça se passe bien. On a nationalement un taux de chômage à 4,1%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 4,1%. Nous, on se félicite quand on est à 9,5% aujourd'hui, après pratiquement 30 ans où on est à 9,5%. 4,1%. C'est-à-dire avec les déplacements de gens qui vont... Dieu sait si en Amérique, les gens se déplacent, ils vendent la maison, hop, ils prennent la remorque et puis ils vont ailleurs. Bon, donc il y en a même qui ne sont pas comptés dans les votes. Mais en tout cas, cette Amérique-là, elle vit plutôt mieux. Elle vit nettement mieux. La pauvreté, d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, quand même, régresse. Et donc, effectivement, une Amérique... Jamais, pratiquement, l'Amérique n'a voté pour des grands sujets de politique extérieure. Jamais. La première chose que les Américains regardent, c'est est-ce que je vis mieux? D'ailleurs, il n'y a pas que les Américains, mais enfin, parfois, chez nous, il y a d'autres sujets qui prennent une dimension très forte, des sujets de société, ou des sujets simplement de morale, ou autre. En Amérique, c'est bread and butter. Hein, est-ce qu'on a de quoi s'acheter le hamburger mieux que quand Trump n'était pas là, ou pas? Et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut maintenant envisager d'avoir une maison ou pas? Et ainsi de suite. Et je pense qu'ils pensent que ça suffit. Si le boom économique continue, c'est pas sûr qu'il continue. Il y a certains milieux boursiers qui parlent éventuellement d'un crack possible, etc. Une bulle financière, un peu comme en 2007, 2008, qui pourrait... Bon, mais pour l'instant, ils sont encore minoritaires. Mais là encore, si vous prenez l'économie, il faut regarder véritablement les choses importantes. La nomination du nouveau patron de la Federal Bank. Tout le monde l'attendait au tournant, en disant il va prendre quelqu'un qui va être un peu un extrémiste monétaire. Pas du tout. C'était la succession de Janet, je ne sais plus comment elle s'appelait de son nom. Ouais, voilà, de cette dame. On a pris son adjoint qui est exactement sur la même ligne qu'elle. Il a choisi, là encore, l'orthodoxie et la continuité. Encore un signe que Trump, ce n'est pas toujours le grand écart qu'on constate dans un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire encore dans les domaines où il y a des changements? L'Obamacare, on a dit, c'est la première grande défaite de Trump, c'est de ne pas avoir réussi à abolir l'Obamacare. Bon. C'est vrai, objectivement, c'est vrai, il voulait faire table rase de cette réforme. À mon avis,
Alors là c'est mon humble avis, je ne suis pas sûr que j'ai raison. Mais à mon avis, simplement parce que c'était Obama qui avait fait l'Obamacare. Et que ça, il l'avait, comme on dit, en travers. Mais il sait bien qu'il est impensable quand même que dans un pays, on ait 60 millions, 50 ou 60 millions de gens qui n'ont aucune couverture médicale. Alors les jeunes disent, mais on n'a pas besoin de ça, etc. On ne va pas encore aller payer 40 $ par mois. Parce que les jeunes sont des jeunes et qu'ils se disent, on ne sera pas malade. Mais ils ont des parents, ces jeunes-là, ils ont des grands-parents. Ils voient bien que quand on a une maladie. Donc en fait, je pense que même Trump est convaincu qu'il faudra ou qu'il faut un système de sécurité sociale. Mais là, c'était un totem. C'était un totem. C'était la réforme. Je peux me permettre de dire ça. L'une des rares réformes réussies par Obama. Parce que je parle de Trump. On n'a pas parlé d'Obama. Je n'ai pas parlé d'Obama. Mais Obama, autant cet homme était un magnifique président en termes d'élégance politique, etc. Mais quand on dit, comme on dit vulgairement, where is the beef? Où est le bœuf là-dedans? C'est-à-dire où sont les réformes, les grandes réformes, etc. Alors évidemment, on dit l'Obamacare. On dit l'Obamacare à l'intérieur et on dit le traité avec l'Iran à l'extérieur. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas un grand héritage. Mais malgré tout, c'est ce petit héritage d'Obama, Trump voulait montrer qu'il était capable de le dézinguer, si vous voulez. Et il l'a fait, mais il l'a essayé, mais il n'a pas réussi parce qu'effectivement, le Congrès... Alors, ça m'amène à dire un mot du Congrès, parce que, là encore, on disait au début, Trump a été élu, mais vous avez vu comme il a été finalement mal élu, puisque mal soutenu par son propre parti, le parti, les républicains, enfin le parti républicain, pas les républicains, mais les républicains américains ne le soutiennent pas vraiment. Toutes les têtes importantes de ce parti sont contre Trump. Celles qui sont respectées au Sénat, comme John McCain, qui avait été lui-même candidat, il est anti-Trump. Les grands représentants, si vous voulez, du parti républicain au Sénat sont plutôt contre Trump. Mais il n'empêche que quand même, à part effectivement l'Obamacare, ils votent à peu près tout ce qui est présenté actuellement. Il n'y a pas eu on avait anticipé une forme de rébellion. Il va être rejeté par son propre parti, donc sa peau ne pèse pas cher maintenant. Pas du tout. Les républicains savent bien qu'il faut maintenir un minimum, enfin ils sentent que leur intérêt électoral, c'est quand même de ne pas se dissocier complètement d'un président qui, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, avec ses 35 ou 40%, garde une base électorale quand même forte. Donc les républicains continuent de voter ce qui leur est proposé par Trump. Et il n'y a pas pour l'instant, enfin je ne l'ai pas vu en tout cas, et il n'y a aucun média en tout cas ne l'a vu apparemment, il n'y a pas une tête qui soit sortie, ou un homme ou une femme, qu'aurait pu, et on est quand même, on avance très vite vers ce qu'on appelle le midterm election, c'est-à-dire les élections de mi-mandat, où quand même un certain nombre de députés, enfin pas de députés, mais de représentants et de sénateurs vont être appelés à être réélus, élus ou réélus, et on ne voit pas pour l'instant, ça peut encore bouger dans les mois qui viennent, mais on ne voit pas pour l'instant surgir de nouveaux leaderships qui soient capables d'incarner, dont on puisse dire, et c'est d'ailleurs, je pense, peut-être ma conclusion provisoire, encore que j'ai abordé peut-être que la moitié des sujets que je voulais aborder, mais enfin on verra. Je pense que tout va se jouer pour Trump au moment de ces midterm elections, c'est-à-dire l'année prochaine. Et de deux choses l'une. Où il prend effectivement une immense débâcle des députés et des sénateurs républicains. S'il y a une immense débâcle, le parti va dire c'est pas possible, on va perdre la prochaine présidentielle avec Trump, donc il faut trouver quelqu'un. Mais c'est pas le plus probable pour l'instant. Il y a eu un ou deux faits, il y a eu quand même 2 élections locales là qui ont montré que les démocrates sont revenus assez bien en force. Mais ces 2 élections, c'est pas significatif. C'est vraiment les midterm elections qui vont être significatives. Et si, effectivement, c'est pas la débâcle, si Trump arrive à tenir à peu près
son contingent, sa majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, il n'y aura pas de raison véritable pour les républicains de mener une fronde et d'essayer de se débarrasser de Trump. Et alors là, tout est permis, si vous permettez cette conclusion, y compris la réélection de Trump. Je sais qu'en disant ça, je me suis dit, je ne peux pas dire une chose pareille, parce que si j'avais autour de moi tous les grands penseurs qui m'ont expliqué, quand je suis revenu d'Amérique après les primaires, il y a 1 an et demi, que peut-être Trump, il ne fallait pas le négliger complètement, qu'Hillary Clinton n'était pas encore à la Maison-Blanche. Je dois dire qu'un certain nombre de mes confrères que j'aime bien, pour certains, se sont foutus de ma gueule, mais alors largement, en me disant « mais ça ne va pas, non ?» Ben, j'ai presque envie, maintenant que je ne suis plus rien sur les médias, j'ai presque envie de recommencer et de dire « attention, ne pensez pas que va surgir, pour l'instant il n'y en a pas non plus chez les démocrates, que va surgir un homme ou une femme d'une excellente facture, d'une qualité intellectuelle, d'une élégance politique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas totalement exclure... bon, voilà, c'est une piste que je lance comme ça. J'espère vous faire réagir. Mais justement, je vais d'abord bien sûr vous remercier. Et je vais réagir en essayant de reprendre les propos de votre fils. Vous avez parlé d'une possibilité, il a parlé d'une possibilité éventuelle qu'il ne puisse pas aller au bout de son mandat, qu'il y aurait peut-être une procédure d'impeachment. Et vous avez parlé de tout ce qui était éventuellement le côté russe avec l'implication éventuelle. Mais vous ne pensez pas qu'à un moment, on a vécu des histoires de costumes chez nous, vous ne pensez pas qu'à un moment il peut y avoir une interversion avec le mélange des genres qu'il pourrait commettre, même si ses fils ont repris ses affaires? Quand même, il y a quelque chose qui, chez nous, serait complètement impensable. Alors, vous avez tout à fait raison. Chez nous, pour l'instant, c'est encore impensable. Hein. On ne peut pas imaginer qu'avec autant de casseroles, si j'ose dire, d'ailleurs, quelque part, Sarkozy l'a expérimenté. Si, à un moment donné, on peut avoir une... Parce que je pense à ça en disant, j'ai insisté sur le fait qu'il y avait une base électorale encore solide pour Trump. Mais on peut dire, Sarkozy a eu pendant longtemps, on disait ça, tous les journalistes disaient ça, oui, mais attention, il a une base électorale solide, il tient le parti, il a encore... Bon. Sauf qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop de casseroles vous font finalement tomber. Je pense que ça peut donc arriver pour Trump. Alors, ça peut arriver sous quelle forme? Ça peut arriver... Prise de conscience... Alors, il y a... Je reviens à cette parole d'Hillary Clinton, sur Hillary disant il a fait perdre le sens moral de l'Amérique. Bon. Ce sens moral de l'Amérique, je ne suis pas sûr que ce soit un élément qui jouera aussi fort que ça. Les gens ne sont... Écoutez, il y a tous les éléments pour lesquels on devrait déjà être dans une situation où Trump ne pourrait même plus sortir dans la rue. Il a dit et fait des choses sur les femmes. On parle actuellement du harcèlement, il y a tout mais il a lui-même, en matière de machisme et de comportement harceleur à l'égard des femmes, il a déjà sa médaille. Bon. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, il a déjà aussi largement sa médaille. Il a quand même... je vais parler des généraux, du carteron de généraux, qui sont des hommes de qualité qui sont à la Maison-Blanche, mais il y a aussi quand même... Il y a deux personnes qui jouent un rôle considérable, qui sont le fils et le gendre. Il y a le Trump Jr. et Jared le gendre. Et ces deux personnes-là, il y a le président en France, le président Jules Grévy, a été viré parce qu'il y avait eu le scandale des décorations, qui était justement le scandale initié par son gendre, parce qu'il avait laissé trop de pouvoir pour distribuer des légions d'honneur à son gendre. Bon, il y a des conflits d'intérêts, effectivement, dans tous les coins. Il ne continue à ne jamais avoir publié ses feuilles d'impôt. Et pour l'instant, personne n'a réussi à l'obliger à faire publier ses feuilles d'impôt. Et il n'y a pas eu de fuite. Moi, je me disais, il y aura bien... Peut-être que la presse, à un moment donné, il y aura bien un journal qui fera une enquête, on sortira. Pour l'instant, rien. Chez nous, il y avait eu la feuille d'impôt de Chaban, comme. Hein, bon, ça remonte un peu à longtemps,
ça prouve que de temps en temps, ça sortait chez nous. Et donc, il y a des conflits d'intérêts, il y a du népotisme, il y a des tas de... Mais pour l'instant, ça n'ébranle pas énormément les gens. Je crois que sur le plan de la morale publique, ce qui ébranle le plus, c'est quand même les histoires qui touchent aux minorités. Parce qu'il y a quand même un petit parfum de racisme ambiant. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi, même à l'époque d'Obama, je me souviens d'Obama avec la larme à l'œil, quand il y avait eu un incident racial grave en disant ça aurait pu être mon fils. Je cherche le nom de j'étais aux États-Unis à ce moment-là, ce jeune noir qui avait été abattu par un vigile. Bon, et Obama a dit ça aurait pu être notre fils, etc. Je pense que là il ne faut pas trop qu'il tire sur la ficelle, parce que là, c'est effectivement, ça touche. Il y a quand même, on est dans un pays où la classe blanche, si j'en fais une classe en termes politiques, ethniques, si vous voulez, où les blancs sont minoritaires. Et si à un moment donné, effectivement, il exagère dans ce domaine, sur ce sujet, à ce moment-là, on risque d'avoir un embrasement de l'ensemble des minorités, si vous voulez. Les Noirs, les Latinos et les autres. Et ça fait beaucoup de monde à ce moment-là qui peuvent descendre dans la rue. Donc là, je pense que c'est un de ces éléments de grande fragilité. Mais il faudra faire le point de tout ça quand on arrivera au bout de la route. Pour l'instant, on n'est pas encore... Alors, ce qui est possible, sur le plan politique et parlementaire, le procureur, là j'ai eu quelques renseignements là-dessus il y a quelques jours, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui me donnait des informations qui les tenaient plutôt bonne source. Le procureur Mueller, qui fait l'enquête, donc l'ancien du FBI, il a réussi, alors ça c'est pareil, la justice américaine n'est pas vous la connaissez un peu, c'est pas la justice française. Il est en train de retourner un certain nombre d'accusés. Il y a actuellement plusieurs personnes, dont l'ancien directeur de campagne de Trump, qui pourrait aller en prison pour 30 ans, par rapport à des contacts qu'il a eus avec les Russes et avec un certain nombre d'agissements de société, etc., il pourrait en prendre pour 30 ans. Je ne dis pas la peine de mort, bien qu'elle existe encore, mais enfin, il n'y a pas la peine de mort pour ça, mais il pourrait aller pour 30 ans. Il est en train de commencer à parler. Et il va raconter un petit peu ce qui se passait au niveau des contacts entre l'administration, enfin la pré-administration, puisque c'était la campagne, entre les futurs dirigeants et les Russes. Idem pour Papadopoulos. C'est un autre garçon parce qu'il est assez jeune, je crois qu'il a une trentaine d'années. Papadopoulos, lui, on lui a dit, écoute, si tu parles, tu feras même pas de prison. Et apparemment, Papadopoulos parle. Alors, ça peut arriver à un point. Alors, la question, c'est est-ce que ça peut arriver jusqu'à Trump, jusqu'au ce qu'on appelle le smoking gun, comme on disait pour Nixon. On disait jusqu'à ce que le pistolet fumant soit sur la table. Bon, avec Nixon, contrairement à ce que les gens continuent de penser souvent, Nixon n'a pas été impeached. Parce que pour être impeached, il faut qu'il y ait un vote, un dernier vote du Capitole. Il a démissionné parce qu'il savait qu'il allait être impeached. Et c'est ça qui peut arriver. Si le procureur rassemble un certain nombre de témoignages accablants venant de ceux qu'il aura retournés, à ce moment-là, on peut arriver à un moment, et bien sûr, avec les fuites organisées dans les médias qui sont en attente et qui sont certainement assez bien informés auprès des services du procureur, on commence à voir de temps en temps des trucs passer maintenant. Concernant par exemple le gendre, c'est sorti d'abord par un média qui manifestement avait été renseigné par les services du procureur. On peut arriver à une situation où Trump soit véritablement encerclé par les révélations d'un certain... Et que là, il puisse dire, bon, mais il n'y a pas d'autre solution, il faut que je démissionne. Il ne serait pas destitué, mais il démissionnerait. Bon, ça serait donc le cas Nixon. Mais on n'en est pas là. Hein. Attention, je veux dire, même ceux qui le souhaitent, on n'en est pas là. On est loin de ça. Parce que là encore, ce qui va se passer aux élections de midterm va jouer. Si les élections sont bonnes pour Trump,
les révélations, il faudra qu'elles soient encore plus conséquentes, sinon l'opinion se dira, de toute façon, il n'y a pas de raison, on le persécute, parce qu'on entend ça déjà. On entend, il répond d'ailleurs, il joue avec ça. Il dit, moi, pourquoi je fais des tweets? Mais parce que je suis bien obligé, étant donné que tous les médias sont contre moi. Et il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Donc, effectivement, on n'est pas encore à l'impeachment. Il y a des possibilités, il y a une enquête qui va être effectivement extrêmement serrée, mais on n'est pas encore arrivé au moment où il va avoir le choix de se soumettre ou de se démettre. D'ailleurs, se soumettre, il ne peut pas, mais se démettre, il peut. Moi, c'est parmi les deux choses qui m'interpellent. Je reviendrai sur le climat dans une seconde, mais j'en parlais avec ma femme avant de venir. Je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu dirais que Trump est vraiment raciste? Elle me dit, oui, maintenant, je dirais, oui, il est quand même un peu raciste, oui. Je lui ai dit, mais tu t'en étais aperçu avant? Parce que Trump, c'était un personnage sur la scène new-yorkaise dont on parlait depuis 25 ans. Il avait écrit un bouquin, il a écrit The Art of Deal, je crois que ça s'appelle ce bouquin, où tout le monde admirait son talent de businessman formidable. Tout New-Yorkais passe devant pas seulement la Trump Tower, mais il y en a des immeubles Trump, il y en a dans tous les coins, etc. C'était jusqu'à présent une success story formidable américaine. Et à cette époque-là, où d'ailleurs il était très proche des Clinton, où il donnait de l'argent au Parti démocrate, personne n'a jamais émis l'idée que ce type ait quelque part des connotations racistes, et surtout pas avec le Ku Klux Klan, qui sont quand même les diplodocus de l'Amérique la plus conservatrice. Alors, je me suis dit, pourquoi? Parce que, probablement, dans sa tête, il sait que son électorat est quand même un peu raciste, son électorat blanc du Sud ou blanc du... Et il faut, à un moment donné, donner des gages à son électorat. Et j'en reviens au climat. Je pense que c'est un peu la même chose sur le climat. Le climat, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment, attention, les gaz de schiste, attention, les mines de charbon. Parce qu'on parle de temps en temps des mines de charbon de nos amis allemands qui continuent à fonctionner, et les centrales thermiques, etc. Mais en Amérique, et dans ces coins un peu paumés des Appalaches ou ailleurs, il y a encore du charbon. Et on exploite encore le charbon. Le gaz de schiste, ça a permis de baisser le prix de l'essence qui était monté, pas au prix français, mais qui était quand même monté assez haut. D'un seul coup, avec l'exploitation du schiste partout, au prix éventuellement de pas mal d'accidents probablement à terme, d'eau qui seront polluées ou autres, mais en tout cas, ça joue un rôle. C'est-à-dire que dans la prospérité américaine d'aujourd'hui, les énergies, effectivement, non propres, jouent encore un rôle important. Et je pense que ça a dû probablement jouer. Cela étant, il est encore capable de changer. Il est encore capable de dire qu'effectivement, de revenir un peu en arrière. Pour l'instant, il n'a pas bronché là-dessus. Il n'a pas bronché. Et Macron a essayé de le pousser un peu, mais... Tiens, entre parenthèses, Macron, je veux dire un mot. Macron et Trump. Je trouve que Macron, le débat n'est pas sur lui aujourd'hui, mais sur le plan des rapports avec Trump, est assez malin. Il est malin dans d'autres domaines d'ailleurs, mais il est très malin là-dessus. Il a compris que Trump, de toute façon, il ne fallait pas lui parler de l'Europe, il s'en fout. Mais la façon dont Macron l'a traité, si j'ose dire, lui et sa femme, le 14 juillet dernier, Trump, ça lui a fait plaisir. Ah, mais et ça joue. Mais c'est quelqu'un... Un mot sur le Trump, c'est un gros menteur sur son passé universitaire et ses études. On n'a jamais pu savoir exactement où il était allé à l'université. Mais quand même, j'ai fait une petite recherche. Et il est allé, alors, il dit, on lui a posé la question évidemment pendant la campagne et tout, il dit, je suis allé à Wharton. Wharton, c'est une bonne université, et c'est surtout connu comme une excellente business school. C'est-à-dire qu'après les trois ans du baccalauréat, si vous voulez, ce qu'on le BA, on fait effectivement la business school de Wharton. Et il y a des gens éminents qui sont... Lui, il n'a pas été à la business school, il est allé 6 mois à la première,
la première tranche, 6 mois à Wharton. Et il dit, je suis allé à Wharton. Et puis il dit, mais par contre, j'ai fait aussi mes études à Liberty College. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne sait. Alors peut-être que sur Internet, il y a des malins parmi vous qui trouveront Liberty College. Moi, j'en avais jamais entendu parler, et beaucoup d'Américains non plus. Donc c'est un gros menteur. Et dans le livre qu'il avait publié, qui avait eu un fantastique succès, qu'il avait publié en 92, le type qui a été le nègre pour le livre, qui est un journaliste américain, a publié un papier que j'ai lu avec délectation, je n'ai pas retrouvé, j'aurais bien amené, je n'ai pas retrouvé dans le New Yorker, il y a 6 mois, au moment de la campagne, il a publié un article où il raconte exactement, il a donc vu Trump tous les jours pendant 6 mois pour la préparation du bouquin. Il raconte tous les mensonges de Trump, mais comment Trump peut changer d'avis comme de chemise, c'est parce que ça, c'est aussi le côté businessman du personnage. Quand on fait du business, il faut de temps en temps terroriser le partenaire. Dire attention, si tu signes pas ce machin-là, tu vas voir ce que... Ça, c'est Trump. Il faut en même temps savoir le lendemain dire écoute, ça va, bon, et on fait une concession importante. Il y a ce côté-là, on dit mais il n'est pas sérieux ce type-là. Non, il n'est pas sérieux. Ça n'empêche pas d'être président des États-Unis. Donc sur le climat, pour vous répondre, je pense que pour l'instant il ne bouge pas, mais que... Bon, parce qu'il n'y a même pas que l'Europe, là, il y a quand même... tout le monde a signé, plus ou moins, dans le monde. Donc c'est quand même un gros... Vous en avez parlé la dernière fois avec Fabius, bon, c'est quand même un grand truc, la lutte contre le... Et puis quand même, les événements sont là pour nous le rappeler. Tous les d'ouragans en tremblement de terre, en passant par... La nature commence à se mettre en colère, quoi. Et il y a un moment donné où l'opinion publique américaine, parce qu'il y a aussi en Amérique des groupes de pression, etc., qui sont pour l'accord de Paris. Donc je pense que là, ça peut bouger un peu. Et je voulais vraiment vous remercier de votre exposé qui était particulièrement intéressant.